سيد أنا رجعت على لبنان أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. À Moscou depuis mardi, Saad Hariri s'entretient avec Vladimir Poutine. Aucun détail n'a encore été pris sur cette rencontre qui sonne comme un nouveau signe de rapprochement entre pro et anti-syriens. Fermeture inattendue des bureaux d'Al Arabiya à Beyrouth pour des raisons de sécurité selon la chaîne saoudienne. Les 27 employés de la télévision sont licenciés. Le ministre de l'Information soupçonne des motifs politiques derrière cette décision. Accusé d'espionnage par le pouvoir, il risque la prison à vie. Le procès des deux journalistes critiques du pouvoir turc a repris ce matin. On débute ce journal avec cette annonce pour le moins inattendue, la fermeture du bureau d'Al Arabiya à Beyrouth et de sa filiale El Hadat. Les 27 employés de la télévision ont appris leur licenciement ce matin sans aucun préavis. La chaîne saoudienne invoque des raisons de sécurité. Faut-il y voir un lien avec la diffusion en février dernier du sketch satirique de Hassan Nasrallah par le groupe MBC dont Al Arabiya fait partie? Pour le ministre de l'Information, les véritables raisons de cette fermeture pourraient être politiques, les relations libano-saoudiennes étant particulièrement tendues ces derniers temps. Et puisqu'on parle de sécurité, la Sûreté Générale a démantelé un réseau de recrutement du groupe État islamique. 4 Libanais et un Syrien ont été arrêtés. Ils ont avoué recruter des kamikazes, dont des enfants, dans le but de commettre des attentats suicides contre l'armée libanaise et les forces de sécurité. Depuis la visite de John Kerry à Moscou, les signes de rapprochement entre pro- et anti-régime syrien se multiplient. Rapprochement qui pourrait se solder par un compromis des grandes puissances et par conséquent des responsables libanais sur la présidentielle. Le dernier indice en date est la rencontre cet après-midi entre Saad Hariri et Vladimir Poutine. Le chef du courant du futur est à Moscou depuis mardi. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur Nohad Machnouk. Aucun détail pour l'instant sur la teneur de l'entretien d'aujourd'hui, mais déjà mercredi, l'ancien Premier ministre libanais avait indiqué que le Liban est prêt à coopérer avec les Russes, notamment sur le plan militaire. Et hier, le leader libanais a appelé l'Iran à transformer son ingérence dans les affaires arabes en implication constructive. Et puis, autre nouvelle qui semble aller dans le sens d'un léger rapprochement des points de vue, celle du porte-parole du Kremlin. Moscou attend du régime syrien qu'il fasse preuve de souplesse, affirme Dimitri Peskov. Mais sur le terrain, pendant ce temps-là, la réalité est beaucoup plus tranchée à Deir az-Safir. 33 personnes, dont 12 enfants, ont été tuées dans des bombardements. Ces raids contre une école et un hôpital violent donc la trêve entrée en vigueur fin février. L'OSDH impute ses frappes à l'aviation syrienne dans cette ville de la Ghouta orientale aux mains des rebelles. Après 2 semaines de sit-in de ses partisans, le chef chiite Moqtada Sadr a obtenu satisfaction. Un nouveau gouvernement a été présenté hier en Irak. Il est composé de technocrates et d'experts. Julie Jargot nous en dit plus. Ces manifestants lèvent le camp. Depuis 2 semaines, ils sont rassemblés devant la zone verte de Bagdad, autrement dit le quartier administratif de la capitale irakienne. Menés par l'influent imam chiite Moqtada al-Sadr, ils demandent des réformes au gouvernement. Aujourd'hui, leurs revendications semblent avoir été entendues. Je vous demande de mettre fin au sit-in devant la zone verte. Vous avez ma gratitude et ma reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez fait honneur et je ne l'oublierai jamais. Maintenant, vous devez vous retirer calmement. Quelques heures auparavant, le Premier ministre Al-Abadi a présenté son nouveau gouvernement, essentiellement composé d'experts indépendants et de technocrates. Objectif, affaiblir l'actuel système de partage du pouvoir, car depuis des années, les membres du gouvernement étaient recrutés en fonction de critères ethniques et religieux. La priorité pour le Premier ministre irakien, lutter efficacement contre le clientélisme et la corruption. La liste que j'ai présentée contient 16 noms de ministres. Elle est concise et respecte les exigences du peuple irakien. Je respecte la constitution irakienne et je respecte la représentation de toute la population du pays dans ce cabinet. Problème, l'initiative anticorruption du Premier ministre Al-Abadi se heurte à la résistance de milieux politiques jusqu'à présent influents.
Le Parlement irakien doit se prononcer sur chacune de ces nominations ce samedi. Au niveau politique, ça bouge aussi en Libye. 10 villes ont annoncé leur soutien à Fayez al-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement parrainé par l'ONU. Il est arrivé hier à Tripoli où se trouve l'actuel gouvernement non reconnu par la communauté internationale. Ils sont près de 300 à défiler dans les rues de Tripoli. Drapeaux libyens à la main, ils se dirigent vers la place des Martyrs dans le centre de la ville. Sur leurs pancartes, des messages de soutien au gouvernement d'union. Nous manifestons aujourd'hui au nom de personne. Nous sommes seulement venus pour soutenir le nouveau gouvernement. Le peuple libyen souffre. Chaque jour est pire que le précédent. Aujourd'hui, nous avons commencé à voir des gens sourire à nouveau et être heureux à nouveau. Cette manifestation est organisée au lendemain de l'arrivée à Tripoli de Fayez al-Sarraj, le chef désigné du gouvernement d'union nationale formé sous l'égide de l'ONU. 10 villes de l'ouest du pays, dont Sabrata, Zawiya et Zouara, lui ont également apporté leur soutien dans un communiqué publié sur Facebook. Mais cette arrivée est loin de faire l'unanimité. Depuis 2014, la Libye compte 2 gouvernements rivaux, l'un à Tripoli, l'autre dans l'est à Tobrouk. Dans les 2 camps, ils sont nombreux à s'opposer à ce gouvernement d'union. En réaction, l'Union européenne a imposé jeudi des sanctions contre plusieurs dirigeants de ces 2 autorités rivales. De leur côté, les États-Unis et plusieurs pays européens ont répété leur soutien à Fayez al-Sarraj, à l'image de François Hollande en déplacement à Washington. Nous devons donner notre pleine reconnaissance au gouvernement libyen. Parce que c'est le gouvernement libyen qui, dirigé par M. Sarraj, permettra d'avoir l'aide internationale et la stabilité. Prochaine étape pour Fayez al-Sarraj, parvenir à installer son administration à Tripoli. Car le nouveau chef du gouvernement est pour l'instant toujours dans la base navale où il est arrivé. La ville est sous le contrôle de milices qui rejettent son autorité. La Corée du Nord au cœur d'un sommet sur la sécurité nucléaire à Washington. A tout de suite. La Turquie a-t-elle expulsé des milliers de réfugiés vers la Syrie? C'est ce qu'assure Amnesty International. Ankara, de son côté, dément. Pour l'organisation, ces expulsions illustrent la dangerosité de l'accord entre l'Union européenne et les autorités turques pour renvoyer en Turquie les migrants parvenus en Europe. Accusés d'espionnage par le pouvoir, ils risquent la prison à vie. Les 2 journalistes turcs sont déterminés à se battre jusqu'au bout. Le procès de Can Dündar et de Erdem Gül a repris au tribunal d'Istanbul. Le rédacteur en chef et le directeur du bureau d'Ankara du journal Cumhuriyet avaient révélé la livraison d'armes par le gouvernement turc aux rebelles islamistes de Syrie. Il y a une erreur dans le placement. Les journalistes face aux services de renseignement. Nous aurions dû être du côté de ceux qui conduisent l'interrogatoire. Ils auraient dû être eux les accusés parce que ce dossier concerne un crime international. J'espère que ce placement sera corrigé rapidement. Ce n'est pas nous qu'il faudrait juger. Mais maintenant, c'est bien le procès du journalisme que l'on fait. Le procès du droit des gens à être informés. Mais si vous regardez de l'autre côté, il y a un crime que l'on a caché aux gens. La justice belge approuve la remise de Salah Abdeslam à la France. Selon son avocat, le transfert du suspect clé des attentats de Paris devrait intervenir très vite. C'est dans cette prison de haute sécurité à Bruges que le procureur fédéral s'est rendu pour écouter Salah Abdeslam. Suite à cette audition, la justice belge a donné son feu vert. Le seul terroriste encore vivant des attentats du 13 novembre va être transféré en France. Dès lors qu'il a donné son consentement au procureur fédéral et que ça a été acté dans un procès verbal par le procureur fédéral, ce procès verbal peut servir de titre et son mandat d'arrêt européen peut donc être exécuté. C'est donc la fin du chapitre hésitation pour Salah Abdeslam. Arrêté le 18 mars après 4 mois de cavale, le Français de 26 ans avait d'abord prétendu vouloir collaborer avant de changer d'avis et de se taire dès sa 2e audition. Entendu à nouveau le 22 mars, juste après les attentats de Bruxelles, il avait encore préféré garder le silence avant finalement affirmer vouloir collaborer avec la France ce jeudi matin. Salah Abdeslam souhaite être remis aux autorités françaises, qu'il consent donc à l'exécution de son mandat d'arrêt européen, et je peux aussi vous confirmer qu'il souhaite collaborer avec les autorités françaises. Voilà. Reste à connaître les modalités de son transfèrement. Les autorités belges et françaises doivent se concerter sur le sujet.
Nouveau tir de missiles nord-coréens ce matin en mer du Japon. Malgré les sanctions des Nations Unies, Pyongyang poursuit ses provocations. La Corée du Nord fait aujourd'hui l'objet d'un sommet sur la sécurité nucléaire à Washington. Afficher un front uni contre les provocations nord-coréennes, c'était l'objectif de la réunion entre les États-Unis et ses alliés japonais et sud-coréens. Nous avons convenu lors de cette réunion qu'une coopération sécuritaire tripartite est essentielle pour maintenir la paix et la stabilité dans le nord-est de l'Asie. Elle permettra de dissuader la Corée du Nord d'exercer sa menace nucléaire et cela limitera le risque de prolifération nucléaire qui pourrait être une conséquence des activités nord-coréennes. Depuis le 4e essai nucléaire de Pyongyang début février, le climat n'a cessé de se détériorer dans la péninsule coréenne. Barack Obama et ses alliés asiatiques l'ont donc répété, il est indispensable que les sanctions imposées par les Nations Unies soient appliquées. Ce qui compte, c'est d'aller de l'avant et d'appliquer la résolution des Nations Unies, de sorte que la Corée du Nord réalise que cela ne peut plus durer, à moins qu'elle abandonne ses projets nucléaires. En marge du sommet, les présidents américains et chinois se sont retrouvés lors d'une réunion bilatérale. Barack Obama et Xi Jinping ont réaffirmé leur détermination à obtenir une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président américain a également profité de l'occasion pour demander à son homologue chinois de faire pression sur Pyongyang. Au Brésil, des partisans du Parti des travailleurs brésiliens manifestent contre la procédure de destitution en cours contre la présidente Dilma Rousseff. Ces militants de gauche espèrent que leur action influencera le vote de certains députés encore indécis. Noémie Roche. Dans les rues de Sao Paulo, les Brésiliens sont descendus par milliers. Non au coup d'État contre ces manifestants. Ils sont venus réaffirmer leur soutien à la présidente Dilma Rousseff, menacée de destitution. C'est un moment important de notre histoire. Les Brésiliens sont dans les rues, ici et dans toutes les grandes villes du pays, pour défendre notre démocratie. Nous n'accepterons pas que quelques personnes décident pour nous, pour nos vies et pour notre souveraineté. Fortaleza, Salvador ou encore Recife, les partisans du Parti des travailleurs se sont rassemblés dans toutes les grandes villes du pays. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé jusque dans la soirée. Un soutien aussi destiné à l'ancien président Lula, accusé de corruption et dont l'entrée au gouvernement reste en suspens. Attendu à Brasilia, il n'est finalement pas apparu, mais dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il s'est félicité de cette mobilisation. Je suis sûr que cette énergie nouvelle qui vient du cœur du Brésil va donner l'élan nécessaire au Brésil pour vaincre la crise et retrouver le chemin du développement. Vive la liberté, vive la démocratie. La mobilisation de ce jeudi est moins importante que celle du 18 mars dernier. Elle intervient quelques jours après l'éclatement de la coalition de Dilma Rousseff, marquée par le départ du parti centriste. La gauche brésilienne espère tout de même que ces manifestations permettront d'influencer les députés qui hésitent encore à voter pour ou contre la destitution de la présidente. Le vote doit se tenir mi-avril. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Moscou depuis mardi, Saad Hariri s'entretient avec Vladimir Poutine. Aucun détail n'a encore filtré sur cette rencontre qui sonne comme un nouveau signe de rapprochement entre pro et anti-syriens. Fermeture inattendue des bureaux d'Al Arabiya à Beyrouth pour des raisons de sécurité selon la chaîne saoudienne. Les 27 employés de la télévision sont licenciés. Le ministre de l'Information soupçonne des motifs politiques derrière cette décision. Accusé d'espionnage par le pouvoir, il risque la prison à vie. Le procès de 2 journalistes a commencé à Ankara. Merci de votre attention, très bon week-end et très bonne suite de programmes sur notre antenne. يا سيد أنا رجعت على لبنان أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.